Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bock, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un argument que j'entends souvent dans le milieu survivaliste ou catastrophiste, qui est que les chaînes logistiques sont en fait fragiles. Donc l'argumentation, c'est de dire que étant donné qu'on est face à des systèmes logistiques qui sont assez complexes, avec des centaines d'acteurs, avec des centaines de flux, eh bien, il suffirait qu'il y ait un petit grain de sable dans la machine pour que tout se grippe et tout s'arrête. Vous avez aussi voilà, le fait que le juste à temps, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de stock en fait dans les magasins, enfin, qu'il n'y ait que 3 repas de stock soit au magasin, soit chez les producteurs, fait en sorte que voilà, on n'aurait pas de capacité de réaction en cas de problème. Il y a aussi le côté informatique. Si jamais il y a une panne informatique, comment est-ce qu'on fait? Il y a le problème aussi de l'électricité, parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, il n'y a pas d'EDI, donc il n'y a pas de commande. Voilà, donc la communication serait plus difficile. Alors, pour commencer l'analyse, je pense qu'il faut qu'on reprenne déjà ce que c'est qu'une chaîne logistique basique alimentaire. Donc vous avez un producteur qui produit du blé, d'accord, qui est situé à une certaine distance de son consommateur final, mais lui ça l'intéresse peu au final. Ce qui l'intéresse surtout, c'est à qui il va vendre son blé. Donc souvent ça va être comment on appelle ça, un meunier, enfin un moulin. Donc il va vendre son blé à un moulin qui va faire de la farine, et cette farine va ensuite être utilisée pour faire du pain, des pâtes, voilà. Mais donc lui, il vend en premier lieu à un intermédiaire qui va ensuite fabriquer un produit fini qui va être distribué. Donc ça, c'est la chaîne basique. Cette chaîne, évidemment, elle est applicable pour tous les produits. Donc dans le cas du blé, c'est souvent local, parce qu'on peut en produire en Europe, mais si on parle du riz, évidemment, vous avez une étape en bateau qui est assez longue, hein, qui se rajoute au process, mais pour tous les produits alimentaires, c'est le même principe, hein, le producteur, l'intermédiaire, le grossiste, le transformateur, le producteur, et après vous avez la distribution et vous avez le consommateur final. Bien, alors dans cette chaîne logistique-là, qu'est-ce qui pourrait venir gripper le flux? Alors dans le cas d'un flux assez petit, assez restreint, on aurait, je sais pas, un camion qui peut tomber en panne au bord de la route, voilà, un pneu qui crève, donc forcément le camion s'arrête, la nourriture est bloquée, et les points de livraison ne sont pas assurés. Mais dans le cas de la chaîne logistique qu'on étudie actuellement, donc hein, ce qu'on a en France, ce qu'on a en Europe en général, même s'il y a un seul camion qui s'arrête, forcément, il y en a d'autres qui viendront prendre le relais. Donc c'est absolument pas un souci, le côté panne technique du matériel. Ensuite, on aurait peut-être une panne informatique. Vous avez des systèmes d'information qui gèrent toutes les commandes, toutes les livraisons. Qu'est-ce qui se passerait si ça tombait en panne? Bien là, il y a des modes dégradés qui existent, hein, avec des commandes par fax, par téléphone, qui font que, certes, on n'aurait pas le même niveau de réactivité, mais on pourrait quand même assurer un service minimum. Donc il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on a la problématique plus en amont de la production. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup, je sais pas, tous les champs de blé seraient contaminés par un champignon ou un nuisible nouveau, et que toute la production serait annulée en fait, il n'y aurait simplement pas de récolte. Alors là, c'est une problématique beaucoup plus complexe parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs régions qui sont impliquées, mais je prendrai l'exemple de la famine qu'il y a eu en Irlande au XIXe siècle, où il y a eu les champs de patates qui ont été contaminés par un champignon, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de récolte. Et étant donné que l'île d'Irlande était très très dépendante
à la patate, ça a entraîné une famine. Donc, ce cas de famine-là, comme il y en a eu plusieurs dizaines en Europe auparavant, hein, il n'y a pas que l'Irlande, clairement, je pense que c'est impossible que ça se reproduise actuellement dans les mêmes conditions. Parce que, reprenons le même exemple, l'Irlande. Qu'est-ce qui se passerait si actuellement en 2018, tous les champs de patates, de blé, enfin toutes leurs récoltes devenaient moisis. Donc ils n'auraient rien à récolter. Qu'est-ce qui se passerait instantanément? Eh bien, les magasins qui vendent leur nourriture aux consommateurs, leur intérêt c'est évidemment d'avoir le produit disponible pour pouvoir le vendre. Donc en voyant qu'ils ne pourraient pas s'approvisionner auprès des fournisseurs locaux, qui les auraient alertés, eh bien ils se tourneraient vers d'autres fournisseurs, qui seraient par exemple en Europe continentale. Et donc le lundi matin à 8h, quand la chaîne locale de magasins, je sais pas, Tesco ou Lidl, se rend compte qu'elle a un message de son fabricant de pâtes local qui lui dit qu'il ne pourra pas livrer pour cette année. Eh bien instantanément, ils mettent en place un plan d'approvisionnement autre qui fait qu'ils vont faire importer de la marchandise du continent. Et donc le lendemain à 8h, vous avez un camion qui se présente à ras-bord avec la marchandise. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la contrainte technique, physique des déplacements, en fait n'en est plus une dans le monde d'aujourd'hui, grâce au transport par camion, par bateau, par avion. Et la situation est donc totalement incomparable par rapport à ce qui s'était passé en Irlande au XIXe siècle. Parce que ce qui s'est passé à l'époque, c'est que vous avez des récoltes qui sont contaminées. Alors d'abord, vous ne savez même pas combien vous allez pouvoir récolter au final, d'accord? Peut-être que vous ne savez même pas combien il y a de consommateurs. Vous ne savez pas quel est votre pourcentage d'autosuffisance. Vous ne savez pas à combien vous êtes dépendant sur la patate. Donc c'est très difficile, si vous voulez, d'estimer l'impact d'une baisse de production. Hein, donc déjà que la baisse de production en elle-même est difficile à estimer, mais en plus les impacts de celle-ci sont difficiles à estimer. Donc vous n'avez pas du tout tous les outils qu'on a actuellement hein, d'information en temps réel des stocks à tous les niveaux de la chaîne, de prévision météo, de lutte contre les maladies, d'information des consommateurs, etc. Vous naviguez un peu dans le brouillard. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc, déjà ils ne savaient pas ce qu'allait se passer, donc peut-être qu'ils n'ont pas eu l'alerte, ça ne les a pas alertés, donc ils ont continué à récolter ce qu'ils pouvaient, etc. Et puis le temps qu'il y a un village qui commence à se plaindre qu'il n'y a pas assez de nourriture, le temps qu'il y ait plusieurs villages qui le fassent, que ça remonte au niveau local, que la personne responsable au niveau local transmette l'info au gouvernement. Donc déjà, il faut quand même se rendre compte que voilà, il y a une friction, il y a une lourdeur du système hein, à consolider l'info et à la faire remonter. Donc déjà, le temps que ça se passe, je pense qu'il faut bien 2 semaines. Ensuite, le temps que le gouvernement analyse la situation, voit ce qui lui manque, décide de se dépanner, par exemple en demandant de l'aide à l'Europe, il faut encore du temps. Le temps qu'il envoie le message. Alors je ne sais pas s'il y avait le téléphone à cette époque, mais prenons le cas où il n'y avait pas. Donc il faut envoyer quelqu'un physiquement aller contacter un gouvernement étranger. Le temps que le gouvernement étranger réponde, qu'il envoie ses réponses, etc. Qu'ils se mettent d'accord sur quoi envoyer, qu'ils transmettent aux producteurs, que les producteurs envoient la marchandise, vous avez un temps de réaction qui est de 3-4 mois. Alors qu'actuellement en 2018, votre temps de réaction entre le moment où vous avez l'info qu'il va y avoir un problème et le moment où vous recevez la marchandise, il est de 1 jour ou 2 jours maximum. Donc l'efficacité des chaînes logistiques n'a jamais été aussi forte qu'actuellement, c'est ça que je veux dire. Et la résilience n'a jamais été aussi forte qu'actuellement. Parce que n'importe où sur Terre, n'importe quel événement qui peut se produire, un tsunami, un tremblement de terre, une famine, on peut physiquement, par des moyens, envoyer la nourriture. Il n'y a pas de barrière de transport, il n'y a pas de délai trop long, tout est possible au niveau physique. Donc en fait, ce ne sont pas
les fragilités des chaînes logistiques en elles-mêmes qui pourraient provoquer une pénurie, c'est plus tout ce qu'il y a autour, donc des guerres, des effondrements économiques avec des pays comme au Venezuela qui limitent l'importation, etc. Et surtout, c'est un critère économique. C'est-à-dire que c'est soit vous produisez votre nourriture à vous, avec vos champs, avec vos jardins, et donc vous pouvez vous nourrir, soit vous devez acheter la nourriture. Il n'y a que deux possibilités. Donc on exclut le cas où vous pouvez vous nourrir vous-même, parce que là c'est résolu, et dans le cas où vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter que ce que le vendeur va accepter. Donc si vous avez 1 euro par jour, vous allez pouvoir acheter que pour 1 euro par jour de nourriture. Donc vous êtes limité par votre pouvoir d'achat. Et en fait, tout est une question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, je prends pour exemple l'Arabie Saoudite, qui est totalement dépendante aux importations de nourriture, qui produit quasiment rien, voilà, c'est du sable, il y a très peu d'endroits où on peut cultiver, et donc qui est obligé d'importer toute sa nourriture. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de malnutrition dans ce pays-là? C'est parce qu'ils ont une rente pétrolière qui est absolument énorme. Donc ils peuvent importer, acheter toute la nourriture qu'ils veulent. Et dans l'exemple opposé, vous avez l'Inde, par exemple, qui, elle, exporte de la nourriture. L'autre fois, j'avais vu c'était des raisins, il me semble, qui provenaient d'Inde. Mais dans le même temps, il y a un taux de malnutrition qui est important. Donc vous allez avoir un producteur qui habite à 100 mètres de chez vous, qui va produire des raisins pour les exporter. Et dans le même temps, vous allez rien avoir à manger. Pourquoi? C'est parce que vous ne pouvez pas payer au producteur son prix de revient au moins. Donc quand vous n'avez rien à payer, quand vous pouvez payer que avec des galettes de boue ou alors des clafoutis de mouches, forcément personne va vous vendre sa nourriture. Et ça n'a absolument aucun rapport avec le fait que vous soyez dans un endroit ou un autre. Donc à n'importe quel endroit de la Terre, vous pouvez être approvisionné en nourriture. Ça n'est qu'une question d'argent, ce n'est qu'une question de pouvoir d'achat. Parce que les fermiers, les producteurs vendent au plus offrant. Donc si vous n'avez rien à offrir, vous n'allez avoir rien. Et si en parallèle de ça, vous ne pouvez pas produire votre nourriture pour des raisons X ou Y, eh bien vous êtes dans le cas de la malnutrition. Alors ensuite, on a le cas où il y aura une augmentation des prix des carburants qui fera en sorte que la nourriture explose en prix. Mais ça, j'ai montré notamment par l'aspect du transport que c'était très peu impactant au final. Vous pouvez aller voir ma vidéo avec le camion en photo d'illustration pour voir qu'au final, même sur des patates qui sont transportées, il me semble que j'ai calculé que si le prix du gazole était augmenté par 100, au final, le prix de vos patates au supermarché était même pas multiplié par 2. Donc l'impact était dérisoire. Voilà. Donc en conclusion partielle, on peut dire que les chaînes logistiques, elles n'ont jamais été aussi fortes, aussi puissantes, aussi informées, aussi résilientes que maintenant. Et ce, grâce à la technologie. Donc on peut livrer sur n'importe quel endroit du globe de la nourriture. Ça n'est qu'une question d'argent. Donc l'implication que ça a par rapport à nous, c'est qu'il faut un peu mettre de côté cet aspect, on va dire, physique. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si il y avait un problème dans la chaîne logistique et que le magasin ne pouvait pas être livré? Au final, les magasins seront quasiment toujours livrés, sauf si évidemment il y a une guerre ou il y a un gouvernement qui restreint, on s'entend, hein. Mais je veux dire, dans un contexte de pénurie, de production, ou alors d'attaque de champignons, ou alors de problèmes logistiques, c'est beaucoup trop insuffisant pour provoquer une pénurie longue au niveau local. Et j'en veux pour preuve le fait que depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, on n'a quasiment jamais eu de pénurie. Enfin, quand est-ce que, pour la dernière fois, vous avez vu un magasin vide parce qu'il n'avait pas pu être approvisionné? Moi, j'ai aucun souvenir de ça. J'ai jamais vu ça. Donc c'est bien la preuve que la chaîne logistique, depuis en tout cas 70 ans, remplit son rôle de manière brillante et qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et quand bien même on aurait un cas où, je sais pas, en Corse par exemple, étant donné que c'est une île, on a un problème d'approvisionnement parce qu'il y a une grève quelconque et que les magasins sont pas livrés et que ça entraîne des troubles. Ok, bah on résout la crise, on va dire, sur le moment. Et qu'est-ce qui se passera après? Bah, tous les magasins de l'île mettraient en place un système, une procédure, pour augmenter leur stock, pour avoir des producteurs plus locaux, enfin, il y aura un plan d'action qui serait mis en place pour que ça ne se reproduise pas. Donc il y a une capacité d'adaptation actuelle qui est sans commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Et on peut faire face à n'importe quel problème. Donc, dans votre vie à vous, dans notre vie à nous, ce qui compte, c'est d'avoir la capacité d'acheter la nourriture. Donc pour ça, il faut avoir un pouvoir d'achat suffisant. Donc ça nous renvoie à la notion de carrière, ça nous envoie à la notion de se bâtir des compétences, de choisir un job qui ne va pas être remplacé par un robot. Voilà, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut vous concentrer pour ne pas mourir de faim, on va dire, tout simplement. Et si jamais vous préférez vous concentrer sur un autre aspect, concentrez-vous sur le seul aspect qui est possible, autre, qui est produire votre nourriture vous-même. Donc en fait, c'est soit vous avez la possibilité d'acheter votre nourriture, soit vous la produisez. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il n'y a pas d'histoire de personne veut me livrer, ou alors c'est pas possible de me livrer. Tout est possible, hein, 2018 et dans le futur, tout est possible. Hein. On a des moyens physiques, ce n'est qu'une question d'argent. Donc quand on voit les images des enfants malnutris, qui n'ont pas assez à manger, alors bien évidemment c'est triste. Mais la raison c'est pas que les autres pays sont méchants, c'est pas qu'il y en a qui veulent les faire crever de faim, c'est pas qu'il y a un complot international pour les faire crever, c'est pas non plus que les fermiers n'ont pas la capacité de produire plus, parce que actuellement dans le monde il y a plein de terres qui sont pas utilisées. Donc on aurait la capacité physique en terre agricole de produire plus. C'est simplement qu'ils ne peuvent pas acheter de nourriture, parce qu'ils n'ont rien à donner en échange. Ils ne peuvent pas payer leur nourriture. Et ils ne sont pas en capacité non plus de la produire. Donc, il y a malnutrition et il y a famine. Donc c'est soit vous produisez, soit vous l'achetez via un échange. Et pour faire un échange, il faut bien évidemment avoir quelque chose à échanger. Donc là où il faut vraiment travailler, c'est sur votre valeur ajoutée à vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au marché en général qui fait en sorte que vous allez récupérer assez de valeur pour pouvoir vous payer ce que vous n'avez pas. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux cet aspect carrière, cet aspect vie professionnelle, cet aspect compétence, cet aspect valeur ajoutée, et bien la tirer dans le futur pour voir quels sont les impacts de la robotisation, alors que ça soit une robotisation par des machines, avec des bras mécaniques, ou que ce soit une robotisation par un logiciel informatique, par une application, par... pensez à Uber avec les taxis, pensez à Airbnb avec les hôtels, pensez à toutes ces applications qui se sont engouffrées sur un secteur et qui ont un potentiel de destruction d'emplois parce que ça coûte moins cher au final. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez appris des choses utiles, signifiez-le moi dans les commentaires, mettez un j'aime, abonnez-vous. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!